OK, donc aujourd'hui, on va parler de la régression simple. Juste un instant, je vais partager. Voilà. OK. Ouais, donc, je vais faire un petit retour sur le LAIUS, je veux dire le TP3. Par la suite, on va faire on va discuter de la régression linéaire simple. On va aussi voir comment construire une fonction dans R. Puis à la fin, j'ai des questions quiz. Donc, j'ai eu plusieurs questions par rapport à l'interprétation du R carré dans le coefficient de corrélation de Pearson. Donc, le R carré, en fait, ça prédit la qualité de notre modèle. Ça va toujours être situé entre moins 1 et 1. Puis si c'est positif, ça veut dire que la relation est positive. Puis si c'est négatif, ça veut dire que la relation est négative. Donc, c'est ça. Lorsque c'est proche de plus 1 ou moins 1, plus la corrélation est forte, plus notre modèle est meilleur. Et plus c'est proche de 0, plus la corrélation est faible. Aussi, par rapport à vos TP, j'aimerais juste mentionner que lorsque vous faites les étapes, les 9 étapes, essayez que ça ressemble le plus possible aux énoncés dans les exemples du LAIUS. Parce que, oui, certaines étapes peuvent vous sembler répétitives ou toujours pareilles, mais il y a une importance associée à la nomenclature, c'est-à-dire lorsque c'est écrit sous H0 ou même lorsque vous énoncez vos hypothèses, la terminologie que vous utilisez est quand même importante. Aussi, un autre concept qui était pas très bien compris, que j'ai essayé de vous l'expliquer de façon un peu différente sur Studium, c'était le concept des erreurs de type 1 puis erreurs de type 2. Donc, ça demeure un concept important pour le cours et aussi pour l'examen. Puis j'ai aussi des questions à la fin par rapport à ça. Donc, la question 1, la deuxième mise en contexte, vous demandez quel erreur type on veut minimiser. Donc, ici, il y a une entreprise agricole veut démontrer que les pommes qu'ils produisent d'une marque A contiennent en moyenne moins de contaminants chimiques totaux que les pommes du concurrent principal de marque B, ce qui sera un argument de vente. Donc, l'erreur de type 1 serait qu'on rejette H0 alors qu'il est vrai. Inversement, l'erreur de type 2, c'est qu'on ne rejette pas H0 alors qu'il est faux. Donc, comment est-ce que vous appliquerez cette notion d'erreur de type 1 dans cette situation hypothétique? Vous pouvez soit le dire au micro ou dans la conversation. Oui, on dirait qu'il n'y en a pas de différence. En fait, on montrerait une différence alors qu'il n'y en a pas une. Donc, rejeter H0, ça équivaut à dire qu'il y a une différence. Et si on a un faux positif, ça veut dire qu'on a rejeté H0 alors qu'il était vrai. Donc, dans ce cas, on démontrait que la marque A contiendrait moins de contaminants
alors que c'est faux. Donc, quelle serait la conséquence de l'erreur de type 2 dans ce contexte-là, toujours? OK, quand vous dites moins de ventes pour Boma parce qu'ils ne se démarqueront pas, c'est vous vous référez au type 2? Oui, on ne trouve pas de... OK, c'est ça, oui. On ne trouve pas de différence. OK, oui. On ne démontre pas que la marca contient moins de contaminants alors que c'est le cas. Donc, ici, l'erreur qui serait plus grave serait de type 1, car si il démontre que la marque A contient moins de contaminants alors que c'est faux, ça veut dire que la marque B va sûrement vérifier ces données-là ou refaire l'expérience et va revenir à la charge et montrer que c'est faux et donc la marque A va perdre sa crédibilité. Tandis que même s'il y a une différence, mais ils ne le démontrent pas, ils peuvent trouver d'autres méthodes de vente pour augmenter leur vente. Donc, c'est un peu cette logique qu'il faut appliquer lorsqu'on vous demande des questions de maths. Aussi, lorsque vous utilisez des tests mais au niveau de l'étape 4 pour tester les conditions d'application, c'est toujours important de garder le alternative two-sided, donc de tester de façon bilatérale, car même si votre hypothèse au niveau de l'étape 2 est unilatérale, les hypothèses reliées aux conditions d'application sont bilatérales, c'est-à-dire le H0, c'est que les variances des deux groupes sont égales. Puis le H1, c'est qu'ils sont différents sans nommer une direction particulière. Donc, oui, ça, c'était le retour du TP3. Si vous avez d'autres questions plus précises, je vous encourage de m'écrire ou de m'interrompre. Puis, ouais, c'est ça. Je réitère que le concept d'erreur type 1, type 2, ça demeure important. Donc, la régression linéaire, c'est quoi? C'est un modèle mathématique qui décrit la forme de relation entre X et Y. Donc, X, c'est une variable explicative qui va être mesurée avec grande précision parce que c'est nous qui la contrôlons. Et Y sera la variable réponse qu'on veut essayer de modéliser en fonction de X. Donc, le but, c'est de nous permettre de faire des prédictions. Lorsqu'il y a plusieurs variables explicatives, ça s'appelle régression linéaire multiple, mais on ne verra pas ça. Puis, il faut absolument qu'il y ait une des deux variables qui demeure aléatoire, donc ça sera la variable y habituellement, qui sera de nature aléatoire. Donc, le principe, c'est qu'on recherche une droite qui va passer dans notre nuage de points et qui va correspondre à une équation linéaire parce qu'on fait un test qui cherche une relation linéaire. Donc, y égale ax plus b. Donc, cette équation qu'on a vue au secondaire, le a étant le pente, le b l'ordonnée à l'origine. Donc, il y a deux composantes, donc la variable x qu'on veut modéliser, la variable y qu'on veut modéliser par rapport à x. Et donc, il y a aussi les écarts entre nos données réelles. Donc, le point en noir, ça correspond à nos données réelles, puis
la ligne rouge, c'est les résidus, donc c'est l'écart par rapport au modèle comparé à notre donnée réelle. Donc, on choisit, donc dans un nuage de points, on veut la droite qui va minimiser la somme des carrés des écarts. Donc, on veut une droite qui va rendre ces lignes rouges le plus petit possible. Donc, il y a plusieurs composantes ou paramètres, le B1, B0. Donc, B1, c'est la pente, c'est la covariance sur la variance au carré de la variable x. Donc, ça fait du sens de prendre la covariance parce que ça donne l'idée de la dispersion conjointe des points de nuage en prenant en compte x et y. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'estimer les valeurs de y à partir de x. Donc, on veut tenir compte de la variabilité de x aussi. C'est pour ça au dénominateur, on met la variance de x. Et l'ordonnée à l'origine, il peut être trouvé en remplaçant en fait les valeurs dans cette équation. Donc, on isole pour le B0 ici. Donc, on amène cette partie-là de l'autre côté. Donc, ça devient négatif. Et ce qui va nous dire la qualité de notre modèle, c'est le R carré, qui est le même R que la corrélation de Pearson. Donc, pour calculer ce R carré, on met la covariance au carré divisé par la variance de X et Y. Donc, ça mesure la proportion de la variation de Y qui est expliquée par la variation de X. Donc, on va faire un exemple. Donc, des patients ont subi une revascularisation d'artère coronaire par gonflage d'un ballonnet et pose d'un stent à la suite d'une thrombose de l'artère. Le but de la recherche présentée ici consiste à déterminer s'il est possible d'estimer le diamètre final du lumen de l'artère à la fin de la période d'observation à partir des variables explicatives candidates. Donc, ici, on a une liste de 4 variables explicatives, mais on va en choisir une parce qu'on vise faire un modèle de régression simple. Donc, il y a le diamètre du lumen après la pose, la longueur de la lésion artérielle, l'âge du patient et la durée d'observation. Donc, ici, on a choisi le diamètre final du lumen. Ben, en fait, non. Ce qu'on mesure, notre Y, dans le fond, notre variable réponse, c'est le diamètre final du lumen de l'artère à la fin, donc qui correspond à cette première colonne ici. Puis, on a 4 variables explicatives, donc le diamètre initial, la longueur de la lésion, ici, en 4e colonne, l'âge du patient, la durée de l'observation. Donc, c'est ça qui nous donne, mais en fait, c'est un aperçu du tableau, ça. Donc, ici, le but, c'est vraiment d'estimer le diamètre final de la lumière de l'artère à la fin de la période d'observation. Donc, on veut savoir quel sera le diamètre à la fin de cette période. Donc, il s'agit de notre variable réponse, donc, sur lequel on n'a pas de contrôle, dans le fond, et qu'on va simplement mesurer tel qu'il est. Et on a choisi comme variable explicative le diamètre initial. Donc, celui-là, ça sera le diamètre auquel on commence. Donc, pour calculer la régression simple, on fait juste placer notre fonction LM, qui est pour Linear Model, qui permet de trouver la régression linéaire, et la droite qui minimise l'écart au carré. Puis par la suite, on fait Summary pour avoir un résumé des données. Donc, très important que vous mettez ici, en fait,
la variable y en premier, par la suite la variable x. C'est ce qu'on a fait. Puis, il y a 4 conditions, mais en fait, il y en a 5 conditions d'application, mais la 5e, c'est que on cherche une relation linéaire et pas un autre type de relation. Donc, indépendance des observations et les variables, est-ce que les variables sont quantitatives, vont être des éléments assez évidents. Donc, les observations ne doivent pas être liées entre elles. Puis les variables sont quantitatives ici. Donc ça, c'est beau. On voit bien que chacun des patients, c'est un patient différent, ils n'ont aucun lien entre eux. Puis toutes les variables ici sont quantitatives. Ici, il faut, la 3e condition d'application, c'est la normalité des résidus. Donc, c'est la fonction que vous avez utilisée pour chercher la binormalité, le Shapiro-Pointès. Vous mettez la fonction reside, donc reside pour chercher, pour avoir les résidus. Puis vous mettez votre modèle, donc celui qui a subi la fonction lm tantôt, dans ce test. Donc ici, on peut conclure que la valeur P est plus grande que 0,05. Donc les résidus suivent une distribution normale. Donc on ne rejette pas H0. Puis la dernière condition d'application qu'il faut vérifier, c'est ce qu'on appelle l'homocédacité, donc l'homogénéité de la variance. Celle-ci peut être faite par plusieurs méthodes. Donc, une que je démontre ici, c'est en utilisant la fonction plot. On utilise le fitted values pour avoir les valeurs prédites en fonction de x par notre modèle. Donc, vous utilisez la fonction fitted values pour x, résides pour avoir les résidus sur y, puis vous ajoutez la ligne avec l'OS qui est un lisseur et permet de montrer s'il y a une tendance avec les points. Et vous faites un LOS sur ce modèle des valeurs fitées, donc les fitted values, et celui avec les résidus. Puis la couleur rouge, juste pour que vous la voyez. Donc, ici, vous pouvez évaluer si les points ont l'air d'être distribués de façon aléatoire. Donc, ils ne doivent pas être tous d'un bord ou tous de l'autre, puis ça doit paraître assez égal d'un bord puis de l'autre. Puis la pente de cette ligne-là doit être assez proche de 0 aussi. Donc, les résidus qui sont montrés par ce graphique, c'est vraiment les lignes rouges que vous voyez, les écarts par rapport aux données et le modèle. Donc ici, on voit que c'est une distribution homogène, donc la condition est remplie. Il y a une autre façon de le faire, toujours en utilisant la fonction plot, et vous mettez simplement votre modèle. La fonction par ici, c'est simplement pour ajuster la fenêtre de votre... mais la fenêtre qui s'ouvre dans R lorsque vous faites un graphique pour vous permettre de visualiser les 4 graphiques que vous voyez ici. Cependant, le seul graphique qu'on regarde parmi ces 4, c'est le premier que vous voyez ici, qui a les mêmes variables x et y que tantôt, c'est-à-dire les fitted values en x puis le résidu en y. Puis on peut voir que ça demeure homogène ici. Il y avait aussi une autre fonction qui s'appelait abline qui est possible. Donc, ça demeure une 3e option si ça vous tente de l'essayer. Donc,
il faut qu'on teste ces conditions d'application parce que le but ici, c'est de prédire la valeur, la variable y. Donc, on veut avoir une certaine fiabilité de prédiction et donc, il faut vérifier que la variance demeure pareille au sein de notre donnée. Donc, Summary, ça vous permet d'aller chercher les résultats simplifiés. Donc, il vous dit le modèle de régression utilisé, donc LM, Linear Model, et il vous dit les variables Y et X que vous avez utilisées. Donc, il y a 3 parties, puis on va déchiffrer chaque partie. Donc, oui, la première, c'est juste ça, c'est votre modèle que vous avez exécuté en R, puis vous avez des informations sur les résidus. Et on ne s'en occupera pas de ces informations. Oui, Léa? Oui, c'est ça. Avant de faire summary, il faut faire LM de modèle, c'est ça? Oui, il faut absolument avoir votre LM. Oui, là, je le démontre pas ici, mais si on recule en arrière, il faut le faire assez tôt, le LM, car ça va être utilisé, mais l'objet dans lequel vous placez LM va être utilisé pour vérifier vos conditions d'application. Puis quand on fait LM dans R, ça donne rien? Il n'y a pas de réponse qui sort de ça? Non, il n'y a pas de réponse ici. Merci. OK. Ici, il y a des paramètres assez importants. Donc, il y a le intercept, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, R nous le donne directement ici. La pente B1, qui est dans la deuxième ligne. Et les statistiques T de student associées à la pente et le B1. Donc, on peut se permettre d'utiliser la statistique T de student car ici, on a 2 degrés, degrés de liberté, dont 1 est égal à 1, vu qu'on a juste une variable explicative. Donc, ça ressemble à une distribution de student. Puis, on a les probabilités des 2 paramètres également, de l'ordonnée à l'origine et de la pente. Donc, ici, on voit que le modèle, l'ordonnée à l'origine n'est pas significative, car il est plus grand que 0,05, mais la pente est significative. Puis, les étoiles ici, ça représente simplement le code qui vous est écrit plus bas. Donc, ça demeure. Avec 3 étoiles, c'est très significatif car la valeur P qui est associée, c'est plus petit que 0,001. Donc, habituellement, ce qu'on veut surtout savoir, si la pente est, en fait, si la pente diffère de 0 ou si elle est, en d'autres mots, si elle est significative. L'ordonnée à l'origine, on s'en occupe un peu moins. Donc, quand on fait un test, une régression linéaire, notre H0, c'est que la pente est égale à 0 ou n'est pas différent de 0. Notre H1, c'est qu'elle est différente de 0, c'est-à-dire, ça c'est vrai dans un cas bilatéral, puis que si on rejette H0 au seuil alpha 0,05, la pente est significativement différente de 0. Donc, dans le cas si c'est unilatéral à droite, donc B1 est plus grand que 0, ça veut dire qu'on cherche une relation positive, un modèle qui est avec une corrélation positive. Donc, si on rejette H0 au seuil alpha 0,05,
la pente est significativement plus grande que 0. Donc ici, on a une orientation à notre test. Et à l'inverse, si elle est plus petite que 0, on a un test unilatéral à gauche. Donc la pente est significativement plus petite que 0. Donc, ici, donc, il nous dit on a combien de degrés de liberté, donc 339 degrés de liberté. Il nous donne deux valeurs de R carré, le multiple puis le ajusté. Le ajusté représente mieux la réalité car il a été corrigé pour certaines erreurs. Donc, la valeur de R carré, c'est en fait la variation de Y qui est expliquée par X. Donc, il est donné en proportion, donc on peut le facilement convertir en pourcentage. Donc, ici, ça serait 61% de la variation de Y qui est expliquée. Donc, 61% de la valeur finale du lumen de l'artère est expliquée par la valeur initiale de la lumière de l'artère. Par la suite, on a fait un test F de Fisher sur le modèle global, puis on a réécrit nos degrés de liberté, puis la p-value qui est associée. Donc, ici, le p-value dans notre modèle devrait être concordant avec la p-value de notre pente, vu qu'on a juste une variable explicative. Donc, question pour vous. Combien d'éléments croyez-vous qu'il y a dans mon échantillon? Ok, je vais mettre fin au vote. Oui, la majorité ont eu la bonne réponse, donc c'est 341. Parce que on a fait, pour avoir les degrés de liberté pour une statistique F, on fait l'échantillon -2. Donc, c'est ça qui représente le 339 ici. Puis la raison pour qu'on fait un test statistique F, c'est pour voir si on sépare nos données en deux, donc c'est-à-dire ce qu'on peut expliquer par notre modèle et ce qu'on ne peut pas. Puis si j'arrive à expliquer plus de choses que je n'arrive pas à expliquer, mais dans ce cas-là, mon modèle va être significatif. En gros, c'est un peu ça la logique. Donc oui, il y a les R carrés. OK. Donc, qu'est-ce que signifie le R carré? Donc, comme je disais tantôt, c'est la variance de Y qui est expliquée par le X. Donc, c'est toujours entre 0 et 1. Puis, si c'est négatif, on considère qu'il est simplement 0. Lorsqu'il est égal à 1, c'est que ça veut dire que notre modèle est parfait. Puis, ça arrive jamais, ça. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a une erreur dans la manipulation de vos données ou que vous avez mis les mêmes données en X puis Y. Puis R carré égale 0, c'est que les deux variables sont linéairement indépendantes l'une de l'autre. Donc ici, le R carré, c'est la proportion de dispersion qui est expliquée par rapport à la proportion de dispersion totale. Donc, c'est le coefficient de corrélation de R de Pearson au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle significatif?
Donc, le test F qui est fait sur le modèle global, c'est la variance, notre H0 au sein de ce test, c'est que la variance qui est expliquée par la régression est égale à la variance des erreurs. Donc, les résidus sont comme la variabilité de notre échantillon, c'est-à-dire la distance entre chaque point et le modèle. Et si la distance entre les points et le modèle est grand, on aura des grands résidus. Donc, le H1, c'est la variance expliquée par la régression et plus grand que la variance des erreurs, des résidus. Donc, si on ne rejette pas H0, ça veut dire que dans la population statistique, le modèle n'explique rien. Donc, on ne peut pas faire d'estimation ou de prédiction. Si H0 est rejeté, donc notre modèle est significatif, la variance expliquée par la régression est supérieure à la variance des erreurs. Donc, ça veut dire que notre modèle explique bien et globalement, il est significatif. Donc, on compare les résidus avec la variance qui est expliquée. Si les résidus sont plus grands, mais la variance des résidus est plus grande que la variance expliquée, le modèle n'est pas vraiment fiable. Puisque c'est comme si tu avais forcé un modèle que même ce que tu expliques par ce modèle est plus faible que la variance des points autour du modèle. Oui, puis s'il y a un lien, la variance expliquée sera plus grande, donc le CMR sera plus grand que le CMR. Donc, l'interprétation de la sortie R, c'est qu'on ne rejette pas H0 au seuil pour leur donner à l'origine. Il n'est pas significativement différent de 0. Cependant, la pente, elle est significativement différente de 0. Puis, elle est positive, comme vous le voyez. Puis, notre R carré ajusté, ça nous permet de dire que 61% de la variance de Y, donc dans ce cas-là, le diamètre final de la lumière de l'artère expliqué par le diamètre initial de la lumière de l'artère. Puis qu'on rejette H0 au seuil, 0,05. Donc, si on vous pose la question, est-ce que le modèle est significatif? On se base sur la p-value à la fin qui résume en quelque sorte tout le modèle et qui est la p-value associée à la statistique F. Donc, vu qu'il est plus petit que 0,5, on peut dire qu'il est globalement significatif. Puis si on vous demande d'interpréter la pente, mais dans le fond, la question demande le diamètre final augmente-t-il ou diminue-t-il avec le diamètre initial du lumen? Pourquoi? Là, ce qu'on vous demande ici, c'est d'interpréter la pente. Donc, on peut dire dans ce cas-ci que ça augmente parce que le B1 est positif et qu'il est significatif. Donc, on peut dire qu'il augmente parce qu'il est positif, puis significatif dans le sens qu'il est différent de 0. Parce que s'il n'était pas significatif, on ne sait pas, dans le fond, il peut être 0. Donc, l'équation du modèle est la suivante. Donc, Y chapeau, c'est les données représentées par le modèle. Donc, une pente de 0,35771 x plus 0. On met le 0 ici parce que la pente n'est pas significative. Donc là, j'ai juste tracé un graphique avec les données qu'on a utilisées pour faire cet exemple de régression linéaire. Donc, j'ai placé le diamètre initial en X, donc cette fois-ci, il vient en premier, comparé à quand on faisait le LM. L'artère de diamètre final, j'ai identifié les axes.
Puis par la suite, ça donne le nuage de points. Puis la fonction lines permet de rajouter la ligne qui représente la droite. Donc, pour lines, on met le X. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. On va chercher la colonne de diamètre initial dans notre tableau artère. Le fitted values, on fait la fonction fitted values pour notre modèle parce que ça représente notre Y, puis la couleur rouge. Donc, ça nous donne ça, puis on voit bien que c'est une pente, le nuage de points augmente, donc c'est une pente positive. Cette diapo, c'est simplement pour vous aider à... en fait, elle est inspirée du cours de prof, puis elle est simplement pour vous aider à calculer l'intervalle de confiance de la pente que vous avez à faire dans une des questions du TP. Donc, pour procéder à ce calcul, je vous suggère de le faire en étapes parce qu'il y a plusieurs composantes qui doivent être calculées dans le fond. Donc, vous pouvez commencer par calculer l'erreur type en faisant la racine carrée de la variance de la pente. Donc, ça va vous donner la valeur qui est nécessaire ici. Et le R, c'est le coefficient de corrélation. Donc, vous pouvez utiliser cette formule aussi, elle est un peu plus compliquée. Et en fait, vous allez devoir utiliser cette formule parce que vous n'aurez pas accès à ça. Puis, donc, pour calculer donc, vous allez calculer l'écart type de vos données Y, l'écart type de vos données en X. Le R carré, c'est le coefficient de corrélation. Donc, vous avez la fonction COR. Le N, ça correspond au nombre d'observations. Donc, vous pouvez le chercher avec la fonction length. B1, c'est la pente que vous allez retrouver dans Summary. Et le T, ça correspond à la probabilité à un certain degré de liberté. Ça va être calculé avec la fonction QT qui se retrouve dans l'AS4. Donc, ici, juste faire attention que le alpha, c'est le seuil de rejet. Donc, pour un test bilatéral, le seuil est partagé des deux côtés. Donc, il y a 0,025 de chaque côté lorsque c'est un bilatéral. OK. Dans R, on va simplement voir comment créer une fonction. De ce que j'ai vu, vous n'avez pas à faire ça dans le TP. Je crois que ça a été enlevé à cause de la contrainte de temps parce qu'on a manqué certains lundis cette session. Mais je vous suggère d'aller voir le fichier PDF qui est fonction R. Ça donne des exemples puis ça explique en détail comment créer la fonction. Donc, les deux fonctions de permutation que vous avez utilisées pour le test student, oui, c'est-à-dire le test student puis celui de corrélation, ce qui permet de faire la permutation, c'était des fonctions R qui ont été créées. Je ne sais pas si vous avez cliqué dans le fichier. Si vous l'avez ouvert, vous voyez que ça c'était créé par un ancien professeur du cours de biostat, dans le fond. Donc, vous le savez déjà, il faut sourcer la fonction pour pouvoir l'utiliser et le nom du fichier. Ouais, c'est ça. Donc, ici, j'ai créé la fonction moyenne. Donc, c'est, dans le fond, ce n'est pas une fonction utile dans le sens que R a déjà une fonction mean qui est capable de calculer la moyenne pour nous. Donc, le début, c'est ici qu'on dit à la fonction quel argument on va lui fournir. Donc, on nomme notre fonction. Ici, je l'ai appelée moyenne.
Par la suite, on utilise function. Donc, ça, c'est la commande. Puis, le vecteur. Donc, on a dit AR que dans notre fonction, on va lui fournir un vecteur. Le milieu, c'est ici qu'on dit quoi faire avec les arguments ou les objets. Donc, on doit dire à la fonction qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Puis, la fin, on dit quel objet on veut qu'il nous renvoie avec return. Donc, dans le fond, ici, on a nommé notre fonction moyenne. On a dit qu'on va lui donner un vecteur. Le n, c'est l'objet dans lequel on a placé le nombre d'observations que contient notre vecteur. La somme, l'objet somme contient la somme, dans le fond, la fonction somme qui est utilisée pour calculer la somme de ce vecteur. Puis, on a nommé un objet MOY qui va diviser cette somme par le nombre d'éléments pour pouvoir nous retourner avec la fonction return la moyenne. Donc, ça, c'est la première étape qui consiste à créer la fonction R. La deuxième, c'est qu'on essaie la fonction pour voir si elle fonctionne, puis si elle nous donne une valeur qui a de l'allure. Donc, on source notre fonction, notre fichier, qui doit s'appeler moyenne.r, et on va l'essayer. Donc, on crée un vecteur, parce que là, on doit lui donner, on lui a dit ici qu'on va lui fournir un vecteur. Donc à ce moment-là, on doit nous-mêmes créer un vecteur ici, qui s'appelle essai, puis le C pour combine, puis on a mis des chiffres aléatoires. Puis on essaie notre nouvelle fonction qui s'appelle moyenne, avec l'objet essai placé là-dedans, qui nous donne 28,6. Puis on peut vérifier notre réponse en utilisant la fonction qui existe déjà dans R, qui est mean, puis qui nous donne la même réponse. Donc, on sait que notre fonction que nous, on a créée a été bien programmée. Donc, ici, c'est simplement c'est juste une fonction qui s'appelle salut, dans laquelle on va lui donner x. Donc, la fonction CAT, c'est category, ici qu'on a utilisé, qui va sortir bonjour. Donc, on l'a mis le bonjour en guillemets, virgule, x. X, c'est ce qu'on va lui donner ici. C'est le même x. Puis, on va faire un retour de ligne avec ce backslash n, virgule x. Donc, c'est le début. La logique reste pareille. Donc, le début, on dit quel argument on va fournir. Le milieu, c'est comment la fonction sera exécutée. Puis la fin, on dit quel objet on veut qu'il nous renvoie. Donc, lorsqu'on essaye ça, on source la fonction. Elle s'appelle salut.r. On essaye avec le vecteur. Donc, on met salut, puis on met le même objet qu'on a créé tantôt, essai, puis ça nous sort les chiffres 2 fois. Donc, comme on l'avait dit ici, le X, il paraît 2 fois. Il y a un retour de ligne. Donc, il y a bonjour, l'objet X, puis un retour de ligne, l'objet X. Donc, ici, c'est essai qui paraît 2 fois, séparé d'un retour de ligne. Par la suite, on essaye avec Bob. Donc, on a juste mis X égale Bob. Puis salut X étant ce objet Bob. Puis ça met bonjour Bob. Et à la prochaine ligne, ça met un Bob. Donc, ça finit le laïs, mais j'ai quelques questions, si vous voulez bien.
Donc, ils sont en anglais, mais je vais les traduire pour vous. Arrêtez le partage. OK. Donc ici, c'est en fait, en gros, ça demande la définition d'une erreur de type 1. Donc, est-ce que c'est lorsque une hypothèse nulle est... Donc, la première option, c'est que l'hypothèse nulle est rejetée quand elle ne devrait pas être rejetée. La deuxième, c'est hypothèse nulle est rejetée, mais devrait être rejetée, ou test statistique incorrect. OK, je vais fermer le vote. Oui, la majorité ont eu la bonne réponse. La réponse est effectivement A. Donc, OK, la prochaine question, c'est la définition de l'erreur de type 2. Oui, donc la majorité, donc la grande majorité ont eu la bonne réponse. Donc, c'est l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, mais elle devrait l'être. Donc, vous pouvez penser à la photo du laïus précédent où il y avait la femme enceinte, puis le médecin lui dit qu'elle n'est pas enceinte, mais elle paraît très enceinte. OK. OK, ça, c'est une question facile. Le niveau de significance de alpha va déterminer quel type d'erreur. OK, je vais mettre fin au vote. Ouais. En fait, la réponse ici, c'est que ça détermine la probabilité de type 1, oui, mais ça affecte aussi le power, comme l'erreur bêta qu'on appelle. Donc, ça affecte les deux dans le fond. Okay. Donc, des bouteilles d'eau ont été marquées comme ayant un volume de 12 onces. Un groupe de clients suspecte que les bouteilles sont sous-remplies et planifie de faire un test. Une erreur de type 1 dans cette situation serait, donc, une des trois options suivantes. Donc, le groupe de clients conclut que les bouteilles ont moins que 12 onces quand la moyenne est vraiment 12 onces. Les clients ne concluent pas que les bouteilles ont moins que 12 onces quand la moyenne est effectivement moins que 12 onces, ou le groupe de clients n'a pas de preuve que elle est marquée, la bouteille est marquée incorrectement.
OK. Le dernier 15 secondes. OK. Oui, la majorité ont eu de la bonne réponse, donc c'est A. Donc, type 1, c'est de dire qu'il y a une différence quand il n'y en a pas une. Et c'est ça que ce énoncé indique. Relancer, OK. Donc, quand est-ce qu'une erreur de type 1 peut arriver? Quand l'hypothèse nulle est incorrecte, correcte ou les deux? OK, je vais fermer le vote. Donc, oui, la réponse est B. Une erreur de type 1 survient quand l'hypothèse nulle est correcte, puis que nous, on dit qu'il n'y a pas de différence. OK. Même question, mais là, c'est une erreur de type 2. OK, je pense que vous avez tout bien compris. C'est effectivement la réponse est A. Oups là. Donc, si le niveau alpha est augmenté, comment est-ce que ça va faire fluctuer l'erreur de type 1? OK, dernier 10 secondes. OK, les réponses sont plus partagées ici. La réponse est B. Si on augmente le niveau de alpha, c'est-à-dire qu'on le rend, on va rendre notre test plus puissant à détecter une différence lorsque la différence est réellement présente. Donc, l'erreur de type 1, c'est de dire qu'il y a une différence lorsqu'il n'y en a pas une. Donc, si on augmente le niveau de significance alpha, ça va diminuer l'erreur de type 1. Okay. Attends, non, je pense que je me suis mêlée. OK, non, je m'excuse. Je vais regarder la prochaine question. Donc, si ça se ressemble. OK. Si on augmente alpha, c'est-à-dire si mon seuil, au lieu d'être 0,05, je l'augmente à 0,15 ou 0,20, j'ai plus de chances à faire une erreur de type 1 parce que j'ai plus de chances à dire qu'il y a une différence lorsqu'il n'y en a pas une réellement.
Dans le fond, quand mon seuil est 0,05, j'ai 5% de chance de me tromper. Mais si je l'augmente, j'ai à 0,2, mettons, j'ai 20% de chance de me tromper et de dire qu'il y a une différence lorsqu'il n'y en a pas une. Ça augmente. La réponse, c'est que ça augmente. OK. Puis là, c'est si j'augmente le alpha, comment ça va affecter mon erreur de type 2? OK. Petit 5 secondes. Oui, je pense suite à l'explication de la dernière question, ça a dû aider d'avoir cette deuxième question par la suite. La réponse, c'est effectivement que ça diminue. Si on augmente notre alpha, ça veut dire que notre erreur de type 2 va diminuer. Donc, on ne va pas manquer une différence lorsqu'il y en a une, mais lorsqu'il n'y en a pas une différence, il est possible que nous, on déclare une différence quand on augmente le seuil alpha. Donc, ces concepts sont vraiment... il faut y réfléchir. Donc, ouais, attends, il y a une question. Non, si on augmente alpha, ça augmente l'erreur de type 1 et diminue l'erreur de type 2. Parce que notre erreur de type 2, c'est de manquer une différence lorsqu'il y en a une. Mais en augmentant alpha, j'augmente ma chance de trouver une différence, mais je trouve aussi des différences là, il n'y en a pas, là où il n'y en a pas. Donc, c'est ça que, c'est ce qui est l'erreur de type 2. OK, ça, c'est le power, c'est pas qu'un concept qu'on a vu et je ne crois pas qu'il y a l'examen, mais c'est juste la dernière question reliée à ces principes. OK, 5 dernières secondes. OK. Le power, ça peut être augmenté en utilisant un échantillon plus grand, dans le fond. OK. Donc, ça, c'est en lien, j'ai mis cette question en lien avec la question des erreurs type 1, type 2 dans le TP qui ont causé un peu de difficultés. Donc, je vais vous lire la question, puis vous pourrez répondre. Puis par la suite, on va la raisonner ensemble. Arrêtez le partage. OK. Donc, des employés à un club de santé font un test de la qualité d'eau quotidiennement dans la piscine. Donc, si les niveaux de contaminants sont trop élevés, ils ferment temporairement la piscine pour faire un traitement de l'eau. Donc, les hypothèses pour ce test, c'est que H0, c'est que la qualité de l'eau est acceptable. Donc, la qualité de l'eau n'est pas différente de la qualité moyenne de l'eau. Et
l'hypothèse alternative, c'est que la qualité d'eau n'est pas acceptable. Donc, quel niveau de alpha devrait-il utiliser pour réduire la probabilité de l'erreur qui est la plus dangereuse? OK, un dernier 20 secondes. OK. Donc, la réponse est en fait C, puis on va le raisonner ensemble. Donc, c'est un peu partagé également entre A et C, les réponses. Donc, la façon de raisonner ça, c'est que quelle serait la conséquence d'une erreur de type 1? OK, je vais mettre fin au vote. Puis la réponse est effectivement B ici. Donc, l'erreur de type 1, c'est de dire qu'il y a une différence. Là, il n'y en a pas une. Donc, ça veut dire que on dit que l'eau est contaminée quand elle ne l'est pas. Donc, la piscine va être fermée quand elle n'a pas besoin d'être fermée. Donc, c'est B. Puis là, quelle serait la conséquence d'une erreur de type 2? OK, je vais mettre fin au vote. Oui, effectivement, la réponse est C. Erreur de type 2, c'est de dire qu'il y a une qu'il n'y a pas de différence. Là, il y en a une. Donc, ça veut dire que lorsque l'eau est contaminée puis que la piscine devrait être fermée, elle ne l'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que l'eau était contaminée. Donc, maintenant, à votre avis, quelle serait l'erreur plus dangereuse? OK, je vais mettre... Oui, effectivement, la réponse est B. L'erreur de type 2, c'est que les gens vont nager dans de l'eau contaminée, ce qui est plus dangereux que l'erreur de type 1 de fermer la piscine quand elle ne devrait pas être fermée. Et donc, là, je vais vous demander la même question que tantôt. Quel devrait être le niveau de alpha? En fait, je vous ai dit la réponse, donc je pense que je vais arrêter le sondage. OK. Donc, on augmente le alpha pour que
on peut réduire l'erreur de type 2 au maximum, car c'est elle qui est la plus dangereuse. Donc, c'est des concepts à comprendre, parce qu'ils sont importants au niveau de la recherche et pour l'examen. Là, c'est vraiment la dernière question, puis après ça, ça va être fini. Donc, les obstétriciens commandent souvent un test pour mesurer le niveau d'estriol d'un échantillon d'urine de 24 heures des femmes enceintes qui sont proches du travail ou proches d'accoucher, parce que le niveau d'estriol a été trouvé d'être relié à la masse de l'enfant, au poids de l'enfant. Et donc, fournit une valeur un peu indirecte peut nous indiquer s'il y a un fœtus qui est anormalement petit. Donc, ici, le test statistique, mais quel test statistique utiliserez-vous? Vous pouvez le mettre dans la conversation. Oui, la régression linéaire. Comment vous interprétez la sortie R ici? Quelle serait la pente leur donnée à l'origine? Encore une fois, vous pouvez le mettre dans la conversation. Oui, c'est bon, pente de 0,6082. Oui, puis les deux sont significatifs. OK. Donc, la prochaine, là, je vous montre le graphique. Donc, vous voyez le nuage des points, les deux axes, avec la droite qui passe dans le nuage des points. Puis, si je vous demande de calculer le poids estimé chez une femme enceinte où le niveau d'estriol est de 15 mg. Donc, un dernier 20 secondes. OK, je vais arrêter. En fait, la réponse, c'est B, 3065 grammes. Donc, je comprends pourquoi vous avez eu la réponse 30,65. C'était juste un peu une question tricky, vu que l'axe ici est par gramme de sang. Donc, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bébés qui sont de 30,65 grammes. Donc, l'axe est un peu... mais l'unité de l'axe ici, il fallait observer que c'est par 100 grammes. Et donc, il fallait multiplier le 30,65 par 100. Mais oui, sinon, la réponse était bonne. Vous avez utilisé la bonne équation qu'il fallait.
Puis là, si on dit que un petit poids de naissance est défini en moins ou égal à 2500 grammes, quel niveau d'estriol prédicterait ce poids? Un dernier 10 secondes. Oui, la réponse est 5,72. Donc, ça demande à faire l'équation inverse. Donc, dans ce cas, vous divisez le 2500 par 100 pour obtenir 25. Vous soustrayez 21,52 car c'est l'ordonnée à l'origine, puis vous divisez par 0,6082. Donc, la réponse est D. Puis est-ce que quelqu'un peut marquer dans la conversation comment vous interpréterez la pente de la pente de la régression linéaire dans ces données de poids et niveau d'estriol? Oui, le poids à la naissance augmente avec l'augmentation du niveau d'estriol. La pente est positive, oui. On dirait plutôt qu'un niveau d'estriol indique un poids plus élevé, vu que le but d'une régression linéaire est plus dans une perspective de prédiction. On peut aussi dire que la pente de 0,608 nous indique que le poids augmente de 0,61 unités par 1 mg d'estriol par 24 heures. Donc, si on vous demande d'interpréter, il faut marquer les variables préférablement avec leur unité associée, puis dire si j'ai une augmentation de X, mais en fait, de combien mon Y va augmenter pour une certaine augmentation de X. Donc, ça clôt le laïus. On va prendre une pause de 10 minutes, puis par la suite, vous pouvez travailler sur vos TP. Le prochain est à remettre le 30, donc lundi prochain. Et vous pouvez faire toutes les questions. Il n'y a pas de questions où vous devez créer une fonction, mais vous pouvez vous pratiquer quand même dans R avec le guide PDF. Donc, à tantôt.